Il y a des semaines comme ça où je suis vraiment content de vous retrouver pour parler de l'OL. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Verbatim, un épisode que je vais commencer en m'excusant sincèrement pour le problème technique que j'ai eu la dernière fois. J'avais enregistré le son différemment de d'habitude, directement sur la caméra, et sur l'ordinateur ça passait nickel, donc j'avais aucun moyen de savoir que ça allait bugger. Et en fait, le son ne passait pas sur mobile. La vidéo marchait parfaitement sur ordinateur, mais sur téléphone, impossible d'entendre du son, impossible d'entendre quoi que ce soit. Donc voilà, cette fois-ci ça devrait aller. Encore une fois, désolé pour ceux qui n'ont pas pu avoir accès à la vidéo précédente. Cette semaine, on se retrouve pour parler du match contre Paris, très très largement, et on va aussi évoquer la Coupe de France et le 16e de finale remporté contre Monaco. On va voir un peu ce que ça veut dire. Est-ce que Lyon peut aller au bout en Coupe de France cette saison? Est-ce que Lyon doit jouer ce coup-là à fond? Voilà, vous me laisserez vos avis à la fin de la vidéo. Ça m'intéresse de savoir si, pour vous, la Coupe de France, c'est une priorité pour l'OL ou pas. Allez, c'est parti. Alors, le match contre Paris. Donc, en avant-match, personnellement, j'étais relativement confiant. Parce que je savais que Paris allait pas se pointer et fermer le jeu. Je savais que Paris allait avoir des velléités offensives. Et c'est contre ce genre d'adversaire, en général, que Lyon arrive à être bon. L'absence de Neymar a évidemment beaucoup pesé, on va pas se mentir, l'absence de Neymar, ça facilite quand même la tâche à l'OL. Je dis pas ça pour minimiser la performance lyonnaise, attention, hein. Mais voilà, c'est un paramètre à prendre en compte. J'étais déjà assez confiant avant ce match, parce que comme je l'ai dit, les styles des équipes allaient plutôt être favorables à l'OL, je pense, ou en tout cas permettre à l'OL d'être bon. L'absence de Neymar, rajoutée à ça, a fait que Lyon avait des vraies chances avant ce match pour moi. Le début de match, donc, on constate qu'on a deux 4-3-3 qui se retrouvent face à face, avec Lo Celso, Verratti, Rabiot au milieu de terrain côté parisien, et Touzard, Ndombele, Fekir côté lyonnais. Pour changer, très très vite, l'OL va ouvrir le score sur un exploit individuel de Fekir. Alors bien aidé par un placement assez cataclysmique d'Areola, mais bon, le geste est parfaitement effectué. C'est une super inspiration et ça met l'OL dans de bons rails directement. Donc Lyon commence fort avec beaucoup d'intensité, beaucoup de pressing. Lyon va chercher le PSG haut, ce qui est relativement rare en Ligue 1, tout le monde n'a pas les moyens de faire ça. Et ça marche plutôt bien. Paris est gêné, notamment Lo Celso qui va avoir du mal à trouver les passes pour se sortir du pressing. Il fait pas un mauvais match techniquement à proprement parler, il rate pas énormément de choses, mais voilà, il a pas la vista, il n'y a pas la passe qui va permettre à Paris de se mettre en avant et de casser la première ligne de 4 côté lyonnais. Donc c'est pas un joueur qui a forcément été au niveau où on l'attendait, et forcément ça a aidé l'OL. Donc au fur et à mesure, Paris commence à s'adapter, hein, bien sûr, c'est des joueurs et c'est un entraîneur de grande qualité, donc forcément il s'adapte à ce qui est proposé. C'est Morel qui a la meilleure occasion pour Paris, en fait, avec cette tête qui met en pleine lucarne contre son camp, et c'est un super arrêt d'Anthony Lopez, hein, très clairement. Comme au match aller, Lyon aurait pu marquer contre son camp, ça aurait fait 3 buts contre son camp en 2 confrontations dans la même saison, je sais pas si c'est déjà arrivé. Très clairement, Lyon a plus de mal au fur et à mesure que le match avance. Jusqu'à ce fait de jeu assez incroyable, où Mbappé se retrouve lancé dans la profondeur, Lopez sort, et le choc, il est incroyable. Franchement, vu du stade, c'est impressionnant et tout le monde retient son souffle au moment où ça se passe. On sait qu'Anthony Lopez a un style de jeu assez acrobatique, qu'on peut qualifier de kamikaze parfois, je suis le premier à le faire. On sait que Mbappé, voilà, il court très très vite, on sait qu'il est vraiment explosif et dynamique. Le choc entre ces deux-là, bah, ça a fait des dégâts, c'est clair. Alors il y a débat, bien sûr, et penalty, pas penalty, carton rouge, tout ça, machin. Je pense que ceux qui ont un avis clair et précis sur la question, à mon avis, sont un peu biaisés. Parce que franchement, je me pose la question depuis dimanche, et j'arrive toujours pas à savoir vraiment. Ce qu'on peut dire de sûr, c'est que Lopez prend le ballon. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que sa sortie est assez peu académique. C'est dans son style, mais bon, c'est pas ce qui est recommandé aux gardiens pour des raisons évidentes. On peut aussi dire que Mbappé arrive avec le pied très très haut. Si l'impact a lieu une demi-seconde plus tôt, Lopez il prend plus ou moins le pied de Mbappé dans la tronche. Après ça, bah, c'est vrai que quand on regarde l'impact, bah, il est d'une extrême violence, comme je l'ai dit, et puis Mbappé se retrouve à devoir céder sa place. Et c'est un choc qui est très 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 violent et très dangereux. Je sais pas si j'aurais sifflé penalty à vitesse réelle, probablement, si j'avais été arbitre, parce que j'aurais été trop impressionné par le choc.
mais je me demande si c'est pas la bonne décision qui a été prise. En tout cas, voilà, c'est un fait de jeu qui est très très compliqué à juger, je pense, de mon point de vue en tout cas. Mais voilà, je vois beaucoup de gens, même à la mi-temps du match, beaucoup de journalistes qui étaient très très définitifs sur ce qui se disait. Ça me semble un peu compliqué de pouvoir juger aussi vite une action qui est assez litigieuse. Alors clairement, c'est un fait de jeu qui a son importance, hein. Voilà, ça enlève un des atouts à Paris. Mais mine de rien, le PSG continue sa progression dans le match, continue à revenir mieux. Et paradoxalement, c'est à la dernière action de la première mi-temps, sur une grosse sortie de balle individuelle, le Fekir. Il abat un travail énorme. Et même si sur la fin de l'action, je suis pas sûr qu'il y ait une faute extrêmement flagrante, il est retenu plusieurs fois, il est déstabilisé plusieurs fois dans son élan au cours de sa sortie de balle, ce qui pour moi justifiait totalement de siffler faute et d'accorder un coup franc à l'OL. Fekir est resté dans le camp parisien en train de râler et ne s'est pas replacé. Paris construit et ça débouche sur un centre de Dani Alves et cette reprise incroyable de Kurzawa. Il marque quand même pas les buts les plus moches, Kurzawa. De ce que je me souviens, ça fait plusieurs fois qu'il met des buts assez dingues. Je me souviens notamment d'un ciseau acrobatique qu'il met sur corner en début de saison. C'est pas un but dont on a beaucoup parlé, mais c'était un but absolument fantastique. Donc, voilà, Kurzawa marque. Bon, cette équipe a du talent, c'est pas dimanche soir qu'on s'en est aperçu. Donc c'est une égalisation qui est cruelle quand même. Les circonstances font que c'est dur pour l'OL d'encaisser le but à ce moment du match, dans ce contexte. Même si c'est pas immérité côté parisien, Paris a assez peu produit offensivement, mais ça semble pas illogique qu'ils égalisent. C'est juste que, dans le contexte, vu le contexte et les circonstances, c'est cruel pour Lyon. Au retour des vestiaires, donc Paris a procédé à tout un tas d'ajustements qui font qu'ils sont beaucoup mieux dans le match. Il y a 2-3 frappes à ce moment-là, et franchement, de la tribune, je me dis, Lyon tiendra pas. Sur le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, Paris est vraiment dominateur et le PSG répond aux problèmes que l'OL posait en première mi-temps. Donc moi, à ce moment-là, très clairement, je me suis dit que Lyon allait finir par craquer à un moment donné. Coup de chance pour Lyon, Dani Alves pète un câble. Que des joueurs lâchent nerveusement, tu peux comprendre pour certains. Je veux dire, si c'est Lo Celso qui craque, il est un peu en difficulté dans son match, il est jeune, il est inexpérimenté, d'accord. Mais Daniel Alves craque psychologiquement, mais ça semble fou. Moi, j'y croyais pas, personnellement, quand je l'ai vu. T'as pas le droit de faire ça. Tu mets ton équipe tellement dans la merde, alors que, à ce moment-là du match, tu as tout pour t'imposer assez facilement, sauf en cas de réaction tactique de l'OL et en cas de réajustement, suffisamment rapide. Mais voilà, le Paris Saint-Germain est dans sa meilleure période à ce moment-là. Déjà, premièrement, comment tu contestes le carton jaune? Et en plus, il y a la manière de faire. Il y a la manière qui, en fait que Turpin n'a pas le choix. C'est lâcher complètement ton équipe, et que ça arrive de la part d'un joueur aussi expérimenté que Dani Alves, franchement ça m'a laissé sur le cul. Sous la pression lyonnaise, donc forcément Lyon avait un joueur de plus et couvrait mieux les espaces, donc logiquement Paris est redescendu un peu. Et on est arrivé dans la configuration qu'on connaît parfaitement, où face à un bloc qui se concentre d'abord sur la tâche défensive, Lyon est très peu productif. De mémoire, il y a une frappe de Maxwell Cornet qui est très dangereuse, il y a un face-à-face remporté par Areola contre Mariano lancé en profondeur, mais franchement, c'est à peu près tout. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais même à 11 contre 10, cet OL a du mal à produire du jeu face à un bloc regroupé et appliqué défensivement. C'était prévisible. Au moment du carton, je me suis dit, alors oui, ça va relâcher la pression sur l'OL, mais on était plus proche du 1-1 que du 2-1 pour moi, parce que je savais que Lyon allait avoir cette conservation en U, c'est-à-dire passer du latéral au défenseur central, voire au milieu de terrain. On change de côté, c'est fermé, on revient, et puis on attend, et puis on crée rien. Je trouve ça quand même assez inquiétant. C'est pas la première fois que je le dis. Il faut travailler ça. Je comprends pas que Lyon soit aussi peu productif dans ce genre de circonstances. Et ça peut poser des graves problèmes pour la suite de la saison. On peut parler de l'entrée de Memphis quand même, qui était censée apporter un peu de folie là-dedans, et qui, jusqu'à son but, a été fantomatique. C'est quand même marrant, le hasard et les coups du sort, parce que jusqu'à ce but fabuleux, il fait une entrée absolument nulle. Enfin, il a vraiment très peu d'impact sur le jeu. C'est le mauvais Memphis qu'on voit jusqu'à cette 94e minute. Donc dégagement raté de Kurzawa dans l'axe, Lyon construit suite à ça, le ballon arrive sur Memphis, et là vous connaissez l'histoire. Perso, j'ai revu le but 200 fois depuis dimanche, c'est incroyable. Au début, moi, je pensais qu'elle était contrée. Franchement, de la tribune de presse, au début, j'ai l'impression qu'elle est contrée, parce que je me dis, c'est pas possible qu'il ait mis ça. Et en fait, si, c'est complètement possible. Il peut être hyper frustrant pendant toute une entrée en jeu, et te caler ça contre le PSG, quoi. On aime ou on n'aime pas ce côté irrégulier, ce côté
Ce côté fou parce que tu sais pas ce qu'il peut faire, il est capable du meilleur comme du pire, d'une action à l'autre. C'est incroyable et c'est très très compliqué à juger. Mais franchement, quand ça marche, qu'est-ce que c'est beau à voir. Quel talent il a ce joueur quand il est en réussite et quand il est lucide sur ce qu'il fait. Quelques jours avant le match, ça faisait pile 1 an que Memphis était arrivé à Lyon. Se souvenir de ça, ça met en perspective quand même ce qu'il fait. C'est pas Messi, c'est pas Neymar. C'est pas Fekir non plus. Mais il a quand même un apport offensif non négligeable depuis qu'il est arrivé. Et souvent, les joueurs ont besoin d'un temps d'adaptation. Pour certains Grecs en fin de carrière, ce temps d'adaptation est même très très long. Je vise personne, mais un peu quand même. Voilà, là, en 1 an, il a quand même un apport offensif et parfois dans les grands matchs. Il marque dans le derby, il marque là. Enfin, il marque pas que contre Troyes et Angers. C'est un recrutement qui, à mon sens, au bout d'1 an, peut être considéré comme positif globalement. Tu dois le surveiller quand t'es la défense adverse parce que tu sais que si ça se trouve, il va rater tous ses 1 contre 1 dans le match jusqu'au moment où il va en réussir un et il va te marquer un but du futur. En parlant des joueurs que j'apprécie, on va quand même parler de la performance de Tanguy Ndombele parce que voilà, ça se fait pas. Ça se fait pas, je suis désolé, on ne marche pas sur un milieu de terrain qui est taillé pour remporter la Coupe d'Europe comme ça. Mais il est beaucoup trop fort, il est beaucoup trop fort. Il doit être installé dans ce 11 de départ, t'imprimes ta feuille pour le match, tu mets Tanguy Ndombele et après tu vois comment t'organises les choses autour. Il est essentiel. L'OL et n'importe quel club de Ligue 1 aujourd'hui ne peut pas se passer d'un joueur de cette qualité-là. C'est dit, c'est clair, et j'espère que c'est définitif. Et j'ose espérer que c'est rentré dans la tête de Bruno Genesio après ce match. Globalement, j'ai apprécié la performance tactique et collective de l'OL, notamment sur le plan défensif. C'était pas parfait, mais il y avait des idées, il y avait des principes, il y avait un état d'esprit et une espèce de cohésion. Je pense que Bruno Genesio, on peut dire ce qu'on veut, mais les joueurs adhèrent à ce qu'il propose. Les joueurs respectent ses consignes, parfois un peu trop, notamment dans le cas du double pivot au milieu de terrain face à des blocs un peu plus reculés, mais les joueurs sont derrière lui. Et son plan de jeu a marché pendant, on va dire, une mi-temps à peu près. Donc c'est plutôt positif parce que c'est pas n'importe qui en face. On va le rappeler encore une fois, c'est le Paris Saint-Germain. Une équipe du top 5 européen pour moi à l'heure actuelle. Facile. Alors au final, c'est une victoire que l'OL arrache à la dernière minute. C'est pas la première fois cette saison. D'ailleurs, ça fait vraiment plaisir, ce côté décisif, ce côté clutch, ce côté dans les derniers instants, il peut y avoir un sursaut pour remporter des matchs, c'est hyper utile, et ça a rapporté beaucoup de points à l'OL, sans ce côté tueur dans les derniers instants, donc qui est dû à une qualité individuelle exceptionnelle aussi, Sans ce côté-là, Lyon serait beaucoup plus bas au classement. Cet OL est toujours frustrant, mais il est décisif. Et franchement, pour les supporters, c'est un bonheur. Donc, j'aime ce côté décisif de l'OL cette saison. Et c'est très important, notamment s'il y a des ambitions dans les coupes, qu'elles soient nationales ou européennes. Transition parfaite pour parler de la Coupe de France. Avec ce match contre Monaco, donc c'est un match qui tombe en milieu de semaine juste après le match contre Paris, franchement c'est pas un cadeau en termes de calendrier. Assez logiquement, on a Nabil Fekir qui est mis au repos pour ce match, Jordan Ferry, Bertrand Traoré, Marsal et Kenny Tété sont titulaires. Donc il y a une rotation qui est intéressante, la composition d'hier, elle est pas honteuse, il y a encore beaucoup de qualité dans cet effectif, tout en reposant Fekir, c'est assez intéressant. À l'exception de Jordan Ferry qui a été en difficulté, mais parce qu'il arrive à un poste où quand tu n'as pas de rythme, quand tu es un peu moins bien physiquement, et tout ça, c'est un peu compliqué d'arriver sur un match et d'être performant. Et voilà, il a de moins en moins de temps de jeu, mais ça semble logique, parce que l'OL progresse, et lui, pas spécialement. J'avais déjà dit en fin de saison dernière que pour moi, s'il avait des ambitions dans sa carrière, il fallait considérer un départ. Donc, ce match contre Monaco, il est intéressant à beaucoup de niveaux. Il y a plusieurs objectifs sur ce match. Déjà, une victoire convaincante, ça permet de marquer les esprits monégasques avant la confrontation qui arrive en championnat. Bien sûr, il y a la qualification pour les 8e de finale de Coupe de France, c'est aussi très important. Et enfin, il y a enchaîner, il y a créer une dynamique positive. Il y a l'occasion de construire sur la victoire acquise contre Paris dans la douleur, en affichant des certitudes et en se montrant dominateur face à un adversaire direct, même si cet adversaire direct, lui aussi, a mis quelques joueurs importants sur le banc pour ce match. Monaco joue Marseille très bientôt. Donc pour eux aussi, le calendrier n'est pas un cadeau. Ce mois de janvier, il est compliqué pour tout le monde. Alors Monaco ouvre le score assez rapidement dans le match sur une succession d'erreurs individuelles. Il y a premièrement un coup franc extrêmement mal négocié par Memphis. Ensuite une mauvaise relance de Marsal. Un tacle de l'espace de Jordan Ferry, voilà, ça spécial, on la connaît. Il a complètement arraché Ronny Lopez sur l'action, et au final c'est une sanction logique ce but, parce que voilà, il y a une succession de défaillances individuelles, au bout d'un moment il faut bien les payer. L'égalisation lyonnaise qui arrive par la suite, elle est simplement sublime. Donc Bertrand Traoré avait déjà fait des misères à Radji quelques minutes avant,
Là, le sombrero, enfin l'enchaînement qu'il arrive à faire, il a un style, il a une prestance, une allure avec le ballon. Franchement, j'adore. D'un point de vue esthétique, c'est très très beau ce qu'il fait. Il rate des choses qui techniquement sont assez simples, alors qu'il a un niveau maximal technique super élevé. Il est capable de beaucoup de choses et c'est très efficace en plus d'être beau à voir. Ça permet à l'OL d'égaliser et ça remet Lyon dans le match assez proprement. Le but est magnifique. Lyon va ensuite marquer le but du 2-1, un but signé Mariano. Donc c'est un but très très moche à la base, parce que c'est une frappe qui est contrée, qui arrive sur la barre, enfin, voilà, ça n'a aucun sens. Mais Mariano, il est là, comme un chien, il crochette magnifiquement pour pousser le ballon au fond ensuite. Alors Mariano, Sidibé contre son camp, je sais pas trop. En tout cas, voilà, ce but définit Mariano. Il n'y a rien qui l'intéresse plus au monde que le but. Et j'aimerais savoir, j'aimerais prendre le temps avec lui de lui demander qu'est-ce que ça fait dans ta tête quand tu marques. Parce que franchement, c'est un truc de taré à quel point ça l'obsède. Mais c'est magnifique à voir. Lui aussi, il est frustrant à beaucoup de niveaux. On peut remarquer d'ailleurs un schéma qui se répète, que les joueurs offensifs de l'OL sont parfois frustrants, mais aussi parfois très agréables à voir jouer. Et lui, c'est pour la principale raison que même s'il est gonflant parfois à faire abstraction du collectif ou à faire les mauvais choix, cette grinta, cette rage de marquer, cette envie, cette détermination sur tous les ballons, ça fait plaisir, c'est beau à voir. Franchement, c'est esthétiquement beau à regarder là aussi. En plus, c'est efficace. Donc que demande le peuple quelque part. Lyon a beaucoup de réussite sur la fin de match, notamment la dernière tête de Kamil Glik. Kamil Glik, qui d'ailleurs pourrait être attaquant dans une équipe de première ligue, dans une équipe de bas de tableau de première ligue, ça m'étonnerait pas. Dans les duels aériens, même les duels aériens offensifs, il est assez incroyable. Là, il a complètement fracassé l'équerre de Lopez. Donc Lyon s'en sort avec une victoire 3-2. Moi, j'ai eu très peur de l'égalisation de Rachid Ghezal à la 93e. Ça n'est pas arrivé. Ma télé est toujours en état de marche, donc je suis plutôt content. Il faut faire attention à ne pas minimiser la performance que l'OL vient d'accomplir. S'imposer contre Monaco et Paris en 3 jours, je pense qu'on aurait tous signé pour. Très clairement, c'est pas quelque chose que j'attendais. Je pensais que Lyon allait laisser des plumes sur ces confrontations-là. Alors, avec de la réussite, avec des éléments favorables mais d'autres moins, l'effet de jeu c'est une chose, mais au final, les résultats sont là. Et c'est une vraie satisfaction. Maintenant, le danger pour Lyon, ça va être de ne pas lâcher les points contre les petits. Parce que ça sert à rien de gagner contre Paris si derrière tu te fais surprendre par Amiens, par Montpellier, par Caen, par ce genre de choses-là. Voilà, il y a un moment, il faut un peu de cohérence. Et oui, Lyon s'impose contre Paris et contre Monaco en coupe. Oui, ça fait plaisir et oui, c'est important pour la suite. Mais on sait que Lyon répond présent dans les gros matchs. C'est pas faute de l'avoir dit. On a plusieurs exemples qui permettent d'affirmer que c'est le cas. C'est dans les autres matchs que ça pose problème et que ça peut continuer à poser problème à mon sens. Donc, la victoire contre Paris, elle est à bonifier en ne perdant pas de points bêtement en chemin derrière. Après, la qualification pour le tour suivant en Coupe de France, à mon avis, ça doit amener l'OL à réfléchir. Parce que Monaco étant hors de compétition, il va rester des équipes qui sont relativement abordables pour l'OL. Lyon doit jouer cette Coupe de France à fond. Ça fait trop longtemps qu'il n'y a pas eu de titre. Il y a trop de générations qui sont parties de Lyon sans avoir gagné suffisamment de titres par rapport au talent qu'ils avaient. Il arrive un moment où il faut arrêter de gâcher tout le temps ces générations, ces joueurs formidables. Lyon doit ramener un titre dans les prochaines années. Et si possible, dès cette année, la Coupe de France, c'est une occasion parfaite. C'est un titre qui a du sens, beaucoup plus que la Coupe de la Ligue. Et Lyon doit jouer cette compétition à fond. D'autant que je suis agréablement surpris par la profondeur de banc. Le fait que Maxwell Cornet progresse, le fait que Amine Gouiri, Miziane, Oussem Aouar, tout ça, c'est des joueurs qui peuvent être intégrés à la rotation de l'effectif, qu'on n'avait pas forcément en tête en début de saison. À part pour Aouar, où ça semblait assez logique qu'il soit intégré et ça semblait assez prévisible qu'il allait éclore à un moment ou à un autre, je pense que Lyon a la profondeur de banc pour jouer la Coupe de France en plus de la Ligue Europa et du championnat. J'espère que ce sera le cas. Et j'espère que l'OL ira le plus loin possible dans cette compétition. Si possible, offrir une finale à ses supporters, enfin, et remporter un titre, parce que ça commence à dater sérieusement, cette histoire. Bon voilà, c'est tout pour cette semaine, j'espère que j'aurai pas été trop long, j'espère que cet épisode va vous plaire. Comme d'habitude, je vous laisse réagir sous la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match contre Paris, du match contre Monaco. Est-ce que pour vous, la Coupe de France, ça doit être une priorité de l'OL ? Ou au contraire, est-ce qu'il faut favoriser le championnat et la Ligue Europa, quitte à délaisser la Coupe de France ? Je dis pas que la Ligue Europa et le championnat sont pas les priorités, ma question c'est, est-ce que la Coupe de France doit passer devant en termes de priorité ? Voilà, ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos avis. Je suis pas encore fixé là-dessus, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On va se retrouver la semaine prochaine pour parler du match contre Bordeaux. Bordeaux qui a changé d'entraîneur récemment, Bordeaux qui est en chute libre.
Est-ce qu'il y aura une réaction ou est-ce que l'OL va leur enfoncer la tête sous l'eau en étant convaincant à domicile? On aura l'occasion de voir ça mercredi prochain. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Je suis encore une fois vraiment désolé pour l'épisode de la semaine dernière. J'espère que vous pourrez profiter de celui-ci et qu'il vous plaira. Allez, bonne semaine.